Le dictionnaire politique de ce soir est consacré au football. Vous savez que le Congo traverse aujourd'hui une crise, mais pas les moindres. Et si nous voulons répéter ici les mots du président de l'Assemblée nationale du Congo, Isidore Mvuba, il parle du cataclysme. Alors aujourd'hui, le Congo se retrouve donc sans football. On a envie de dire ça parce que sanctionné par la FIFA, le Congo ne peut jouer nulle part. Du côté du gouvernement, on a constaté le ministre des Sports, Hugues Ngolondele, lancer les concertations, sinon les consultations à peine le 13 juillet et le 14, il était à la fois devant les parlementaires et aussi devant quelques experts et associations dans le domaine du sport pour voir comment régler ce problème, puisque pour lui, la question de la sanction ne devrait pas ou n'est pas une honte, c'est plutôt une opportunité pour faire une sorte de table rase du football congolais afin d'aller de l'avant. Quelle est aujourd'hui, avec cette sanction et aujourd'hui les tracasseries, on va dire les tractations du gouvernement, quel est donc l'avenir du football congolais? Sur ce plateau, je reçois Lionel Prince Massamba, il est membre du think tank Kintwadi Lisanga et le docteur Blanc-Constant et Barapéa. Avec eux, nous allons décortiquer donc ce thème de ce soir. Merci d'être avec nous. Bonsoir à tous. Vous qui êtes abonnés sur Tcheleka, partagez le contenu à celles et ceux qui ne sont pas encore et demandez-leur de nous rejoindre. Merci de partager le contenu. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Vous savez, c'est pour la énième fois que nous revenons sur cette crise footballistique au Congo. Oui, l'actualité oblige, par moyen donc de rester silencieux sur une actualité aussi brûlante. Je disais qu'il y a quelques jours, le ministre était devant les parlementaires pour leur expliquer réellement ce qui se passe et quelles sont donc les solutions idoines apportées à cette question. Il reste catégorique. Pas d'ingérence du gouvernement, il le dit clairement, pas d'ingérence du gouvernement. Et pour lui, c'est une opportunité pour finalement mettre en place une vraie politique sportive au Congo. Alors, j'aimerais aujourd'hui, Blanc-Constant et Barapéa, avoir de vous votre lecture de la réaction du gouvernement face à cette sanction. Merci de m'avoir associé à cette émission. Je suis heureux de partager ce plateau avec mon frère Massamba ici présent. Et pour répondre à votre question, je pense que le football congolais, c'est un malade qui est resté longtemps dans l'agonie. Et présentement, il est dans le coma, dans un coma profond d'ailleurs. Vu que aujourd'hui avec la sanction, tout est au point mort. Bon, la réaction du gouvernement à travers le ministre des Sports m'a quelque peu surpris. Pourquoi? Parce que face à cette la crise qui se perpétue entre les deux fractions de l'équipe dirigeante de la FECOFOOT, parce que c'est pas le gouvernement qui est directement impliqué comme tel. Il y a deux groupes au sein de la fédération qui se disputent le leadership. Même si l'on soupçonne fortement, ou ce qui apparaît, que l'autre groupe qui, le comité ad hoc, ou c'est la commission ad hoc ou bien comité ad hoc, je ne sais plus trop, bénéficie d'un soutien crypté du ministre des Sports. Mais toujours est-il que face à ce qui s'est passé, le ministre devrait être beaucoup plus conciliateur, aller plus dans la conciliation, dans le rassemblement, que d'être dans la radicalité. Je suis d'accord que le football au Congo souffre, mais est-ce que c'est l'occasion indiquée pour revenir, c'est-à-dire tout mettre à plat et reconstruire le football à travers cette sanction? Nous allons reposer cette question et revenir là-dessus. Donc, pour moi, de mon point de vue, la réaction du gouvernement m'a totalement concerné, et je pense que il aurait pu adopter une démarche beaucoup plus conciliante que cela. Lionel Prince. D'accord. Merci pour l'occasion qui m'a été donnée.
d'être sur ce plateau. Je vous en prie. De parler des questions aussi importantes que le football. Je pense que le football, c'est un domaine qui est assez puissant dans le sens où il est capable d'unir la nation, d'élever des passions et de réconcilier tout un peuple parfois dans la souffrance et dans les difficultés. Et aussi paradoxal que ça puisse paraître que je sois sur ce plateau, parce que je peux vous dire une chose, moi je parlerai plutôt du malheur congolais, en termes de sport congolais. Parce que j'avais décidé, à titre personnel, depuis 2015, de ne plus faire attention à tout ce qui est football congolais. Depuis notre débâcle face à la RDC à la CAN. Je me suis dit que c'était pas possible qu'on puisse subir un tel déshonneur. Et depuis 2015 jusqu'alors, je ne vois pas d'amélioration. En termes d'amélioration, il n'y en a jamais eu. Et je ne suis pas surpris qu'on en arrive là où nous sommes. Mais si je suis là aujourd'hui, certainement que je n'ai pas toutes les données sur la question de footballistique parce que j'avais mis tout ça là à l'écart. Mais bénéficiant de la connaissance et du savoir du think tank dans lequel je suis, Kintwa Djidisanga, qui est un groupement de patriotes et des gens intéressés à développer des stratégies, des analyses sur le développement économique du Congo et dans tous les aspects intégraux de notre pays. Alors, grâce à eux, j'ai pu avoir des informations qui m'ont été mises à jour. Et moi, je peux penser que la réaction du ministre, je pense que c'est une réaction qui manque un peu excusez-moi l'expression, de conscience. Dans le sens où, lorsque vous acceptez que, pour eux, ils pensent que c'est une opportunité, moi je pense que c'est pas une opportunité. C'est une fatalité dans le sens où il y a beaucoup d'événements négatifs en arrière qui se produisent. Il y a les joueurs qui vont subir un manque d'activité pendant longtemps. Il y a des équipes qui vont subir. Il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de visibilité des joueurs. Ils vont plus faire ça. Il n'y a plus de subventions. Tout cela s'est arrêté. Et que le ministre vienne dire que c'est une opportunité, je ne pense pas, parce que le problème, c'est pas de trouver des remèdes face à un problème. Le problème, c'est que le problème est profond. Et depuis longtemps, on peut mettre en place une cure préventive. La cure préventive, c'est quoi? On va en parler, on va parler. Donc, je voulais juste savoir ce que vous pensez, vous, de l'appréciation du ministre. Non, je pense que sa réaction n'était pas bien fondée. Et pour moi, je la soutiens pas. Je pense qu'on ne serait pas arrivé là et les mécanismes existent pour éviter cette suspension. Et je pense que le ministre, dans son allocution, aurait plutôt parlé du déclenchement automatique du mécanisme qui permet de normaliser la situation. On ne va pas dire que c'est une opportunité, on va pas créer. On n'a pas besoin de créer quelque chose qui n'existe pas tant qu'on sait qu'il y a quelque chose qui existe. Pourquoi ne pas appliquer ce qui existe, aller créer ce qui n'existe pas? Pour quelle raison? Je pense que pour moi, je pense que c'est pas fondé. Voilà. Docteur, je reviens, je vais peut-être pas dire ça avec ces mots, mais il dit que le gouvernement congolais veut d'un compromis avec la FIFA, mais pas de compromission. C'est une question d'honneur du pays, c'est une question de drapeau national. Qu'est-ce que vous dites à ça? C'est le ministre des Sports qui le dit. Oui, c'est pas pour la première fois que le ministre utilise cette expression. On devrait jouer un match contre le Niger, je crois que c'était l'année dernière, et que notre stade n'étant pas homologué, on devrait aller jouer ailleurs. Mais il y a eu une forme de diplomatie footballistique au sommet des États entre notre chef de l'État, semble-t-il, de ce que j'ai compris, entre notre chef de l'État et le chef de l'État nigérien, et qu'à l'issue de cet échange, l'accord aurait été trouvé entre les deux chefs d'État pour que le match se joue à Brazzaville. Et il semblerait que, à la dernière minute, la fédération nigérienne de football avait refusé et a préféré aller jouer à Kinshasa. Et le ministre a dit, nous n'irons pas à Kinshasa. Parce que c'est une question d'honneur et de drapeau. Question de drapeau. Oui. Au final, ça nous a rapporté quoi? Rien du tout. On a perdu sur tapis vert. Oui. Voilà. Lorsque le ministre revient avec cette expression, c'est une question d'honneur, c'est une question de drapeau. Bon, je suis en train d'imaginer quel scénario il va mettre en place pour trouver le compromis avec la FIFA. La FIFA est claire. Je tiens quand même à rappeler que
avant qu'on arrive aux sanctions, il y a eu des émissaires de la FIFA qui sont arrivés ici. Ils ont discuté, ils ont négocié. Bon, prenez l'expression discussion, peut-être qu'ils négocient trop. Et je me rappelle la dernière, la dernière rencontre entre l'expert de la FIFA et les autorités congolaises, que ce soit footballistique ou non. Le gars disait que il a tout fait pour trouver une voie d'entente, mais il s'est heurté au refus catégorique des autorités congolaises. Il avait prévenu qu'il y aura des sanctions. Les sanctions de la FIFA sont claires. La FIFA dit il faut remettre M. Mayolas. Première exigence. Deuxième exigence, il faut restituer les clés des locaux de la FECOFOOT à l'équipe sortante. Et troisième chose, je crois, c'est lié aux questions de finances. À partir de ce moment, moi, je ne connais pas un seul pays où la FIFA a pris des sanctions et que le gouvernement est allé négocier et la FIFA est revenue sur ses fonctions. Est-ce que la FIFA ne demande pas l'impossible à l'État congolais? Non, mais pourquoi l'impossible? Je dis toujours que nous sommes une société de conciliation. Par nature, les Bantous que nous sommes, et les Congolais en particulier, nous sommes dans une société de conciliation. La preuve, nous avons résolu la plupart de nos crises sans qu'il y ait l'intervention extérieure. Alors, il y a la capacité de discuter. La FIFA a ses règles. Je ne connais pas un État, hein, peut-être si vous le savez, vous pouvez me dire, qui, après les sanctions de la FIFA, l'habilité à aller négocier, et la FIFA est revenue sur des sanctions. Même quand le ministre dit, il va profiter de la crise pour réorganiser le football. Tant que Mayolas vit, il peut réorganiser son football comme il veut, mais la sanction ne sera levée que une fois l'équipe de Mayolas est remise en place. Ça, je le dis par expérience, par le vécu que nous voyons à travers d'autres États. Ce que je pense, c'est que le ministre doit essayer un peu de reculer pour regarder quelles sont les conséquences de cette radicalisation. Moi, je penserais plutôt, je repartirai un peu plus en arrière pour dire ceci. On est en train de parler de ce qui est fait, ça c'est les conséquences, mais l'idéal serait de connaître les causes. Oui, les causes, on en parlera. On va arriver. Puisque moi, la question de savoir, est-ce que, puisque le ministre a dit qu'il veut d'un compromis avec la FIFA, pas une compromission, est-ce que la FIFA ne demande pas trop au gouvernement congolais? L'impossible. Qu'est-ce que la FIFA demande? Il y a rien d'impossible. Vous l'avez dit d'ailleurs tout de suite. Non, je pense qu'il y a rien d'impossible. Que ça soit la FIFA, que ça soit la CAF, que ça soit la FECOFOOT, que ça soit le ministère, ce sont des entités différentes qui ont certainement des limites de collaboration. On connaît le pouvoir de chacun sur l'autre et on connaît les limites de chacun. Je pense que toutes ces entités-là ne peuvent pas exister. Le football n'existe pas depuis l'arrivée du ministre. D'accord? Il a toujours existé. La FIFA a toujours existé. Nous ne sommes pas la seule fédération au monde. Donc je pense que les mécanismes et tout le règlement existent. Il y a des textes, il y a des règlements intérieurs, il y a des statuts. Tout est bien organisé. Alors, lorsqu'on arrive à une sanction, cela veut dire qu'on a enfreint les règles quelque part. Et c'est là où on se dit que quand on enfreint des règles, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un mécanisme qui est mis en place pour arriver à la normalisation. Mais pourquoi on n'active pas ce mécanisme-là? Pourquoi on veut chercher autre chose? Qu'est-ce que la FIFA demanderait à l'État congolais qui serait impossible d'exécuter? La FIFA ne demandera pas quelque chose qui sort du contexte réglementaire. Selon leurs textes, qui disent que lorsque vous faites ceci, nous allons en arriver là. Et lorsque nous arrivons là, voilà ce qu'il faut faire pour régler la situation. Et comme a dit le docteur ici, la question est aussi simple que ça. Le mandat de M. Mayolas, on peut lui reprocher tout ce qu'on peut. Moi, je me dis peut-être que depuis qu'il a la tête de la FECOFOOT aussi, les résultats c'est la mayonnaise. Les résultats ne sont pas mayonnaise. bons. Mais ça reste un autre problème. Mais restons d'abord dans les normes, restons objectifs avant d'être subjectifs. On se dit que le mandat de Mayolas peut être jugé négativement. Moi, je juge négativement. Il va arriver peut-être à la fin de son mandat que prévoit la FIFA ou la CAF. Ou lorsque le président en exercice n'est pas bon, automatiquement on doit le chasser. Non, je pense pas. Il doit arriver à la fin de son mandat et puis revoir. Il y a des mécanismes qui sont mis là. Pourquoi on les utilise pas? Point d'interrogation. Et pour en arriver aux causes, je n'arrive pas d'abord aux causes, mais je dis que pourquoi aujourd'hui le ministre veut prendre du temps à dire, comme dit le docteur, que c'est une question, on veut le compromis, pas de compromission. Mais si l'honneur est tout le temps mis en avant au détriment parce que ça reste un domaine productif, il y a des joueurs il y a des équipes qui sont là.
Le ministre peut accepter pour l'honneur qu'on puisse perdre 20 ans. J'ai cru entendre qu'il parle de 20 ans. Mais est-ce qu'il pense aux conséquences en arrière-plan? Mais après, il dit que c'était juste une symbolique. Hein. Il parle pas de 20 ans parce que dans 20 ans, il aura 34 ans, je pense. Donc, il ne va pas être encore ministre, même s'il est toujours en vie. Donc, c'était une symbolique pour le ministre. Une figure de style. Une figure de style qu'il a utilisée. Mais est-ce que le Congo aurait pu éviter cette crise, cette sanction? Je pense oui. Parce que qu'on le veuille ou pas, excusez-moi ce que je vais dire tout à l'heure, le ministre, c'est pas un idiot. Le ministère est rempli d'intellectuels, des techniciens. La FECOFOOT, c'est pas des idiots. D'accord? Et moi, je suis très pressé d'arriver au problème, aux causes qui ont engendré cette situation. On y va, puisque la question que je vous pose nous ouvre. Parce que c'est aussi simple que ça, de façon objective. On connaît le rôle du ministère vis-à-vis de la FECOFOOT. La FECOFOOT, la FECOFOOT, le monsieur Aymiolas est accusé de mauvaise gestion. D'opacité dans la gestion. Il y a trop de corruption. Mais là, je ne sais pas de la FECOFOOT, mais je sais qu'il y a des audits qui sont faits. Le ministre a le pouvoir de demander un audit financier. Et ça, c'est prévu dans les textes. Il pouvait le faire comme c'est prévu. Pourquoi il ne le fait pas? Y a-t-il des preuves qui montrent que M. Mayolas a détourné des fonds entre parenthèses, je ne sais pas. Détient-il des preuves? Mais il y a la possibilité, quand vous avez des preuves d'une corruption, d'une mauvaise gestion, vous réunissez les preuves, vous les soumettez au niveau de la FIFA. Certainement, il va prendre des décisions. La FIFA a la possibilité, reçoit à chaque fin d'année un audit financier. Il contrôle, il y a le mécanisme de suivi, de contrôle, d'évaluation et de résolution de problèmes entre la FIFA qui est au niveau mondial, la CAF et les fédérations nationales. Ces mécanismes existent. Le ministre avait le droit de demander un audit spécifique. Pourquoi ils l'ont fait? L'ont-ils demandé? À quoi ça aboutit à quoi cet audit? Sur ces bases objectives, on peut dire oui, voilà, il y a une mauvaise gestion. On remettait tout au niveau de la FIFA et la FIFA prend ses décisions. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est des suppositions. Depuis qu'on a commencé à en parler, on parle de suppositions, de corruption. Ça rentre dans le domaine de la subjectivité. À ce moment-là, j'essaie de rejoindre le docteur où on pense que il y a une petite guéguerre personne ou particulier, je ne sais pas comment. Et ça, on ne peut pas le dire, que ça soit moi, je ne sais pas si le docteur a des informations sur ce sujet, mais je pense que le problème est autre. Et on est en train de sacrifier aujourd'hui le sport congolais qui était déjà mal, comme pour rejoindre ce qu'a dit le docteur, et on l'a précipité dans le coma. Et ça, simplement, certainement pour gérer les égos des gens. Parce que jusqu'à preuve du contraire, je ne vois pas que la FIFA, qui a des techniciens, qui a des experts, qu'ils n'arrivent pas à dénicher, qui reçoivent des documents d'audit, des contrats et tout ce qui va avec, qu'ils n'arrivent pas à déceler qu'il y a une corruption. Je suis d'accord sur l'inefficacité de M. Mayolas à la tête de la FECOFOOT. Mais ça, c'est un autre problème. Mais cette sanction, cette ingérence directe, on a mis en place le comité, le collectif de l'Assemblée générale, je ne sais pas qui porte plainte. Est-ce que c'est prévu dans les textes? Non. Pourquoi on va créer quelque chose qui n'existe pas à la base alors qu'il y a un mécanisme qui est là, prévu par la FIFA? Docteur, est-ce que on aurait pu éviter cette crise? Est-ce que les causes qui conduisent le Congo à ce que nous vivons aujourd'hui sont vraiment la vraie source du problème? Bon, je pense qu'on aurait pu éviter la crise. Je vous ai parlé tout à l'heure des va-et-vient des experts de la FIFA qui a essayé de concilier des positions jusqu'à la dernière minute. Et quand la voie de négociation a échoué, c'est là où on est passé à la sanction. Première chose. Deuxième chose, je n'ai pas affirmé de manière péremptoire que le ministre soutient une partie de ceci. Je dis, je l'ai dit au conditionnel, selon les informations. J'ai discuté avec certaines personnalités, des acteurs du sport au Congo et puis d'autres experts qui s'occupent de ces questions-là. En 2000, il y a de cela une année ou 2 ans, j'avais créé une page Facebook que j'avais intitulée la BAF, Brigade Anti-FECOFOOT. Voilà, c'était pour défenestrer Mayolas, que je considère que il a plongé le football congolais dans la mayonnaise avec son arrivée au pouvoir. Aucun résultat. Et je suis parmi les Congolais qui, jusqu'à l'heure actuelle, militent pour son départ de cette fédération. Mais, pas n'importe quel prix. Pas n'importe quel prix, il y a des mécanismes qui existent. On prend une figure de style. Ce que la FIFA fait, c'est ce que les organisations politiques font. L'Union africaine, quand il y a un coup d'État dans un État, qu'est-ce qu'il fait? On suspend ce pays jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel. Effectivement. Ce que la FIFA fait avec le Congo, c'est que le Congo est sorti. Il y a eu un coup d'État.
au niveau de la FECOFOOT et l'instance qui dirige voilà, demande d'abord que les gens excusez-moi, un retour à l'ordre constitutionnel. À partir de ce moment, le reste, vous allez régler. Quand j'ai suivi le ministre ne fait pas allusion, peut-être que c'est moi qui me trompe, au fond que la FIFA verse à la FECOFOOT. Non. Il a parlé des fonds que l'État congolais alloue à la FECOFOOT. C'est ce que j'ai cru comprendre. Peut-être que c'est moi qui me trompe. Il a dit, le Congo, l'État dépense suffisamment beaucoup d'argent qu'on met à la disposition de la FECOFOOT. Et à ce titre, le ministre ou le ministère, ou bien de l'État à travers le ministère, a un droit de regard. Mais si c'est de ça qu'il s'agit, il y a d'autres mécanismes de rafler M. Mayolas et de le mettre quelque part. Puisque ce sont les fonds du contribuable congolais. Mais il se trouve que la question actuelle, telle que je la comprends, elle est liée à deux fractions officiellement, à deux fractions qui se disputent le pouvoir, et la FIFA voudrait que on revienne d'abord sur la table de négociation, remettez Mayolas. Vous remettez Mayolas, il finit son mandat, et à la fin de son mandat, il peut y avoir un autre compromis. D'ailleurs, je fais cette suggestion. Le ministre et le FECOFOOT peuvent s'asseoir. On dit à Mayolas, vous terminez votre mandat. Et puis, en 2026, vous ne vous représentez pas. Est-ce que vous ne pouvez pas comprendre qu'aujourd'hui, le ministre peut être dans l'urgence de résoudre ce problème? Quand j'écoute Lionel Prince, il me donne l'impression un peu de minimiser le bilan, sinon on va dire la gestion de la FECOFOOT par Guy Mayolas, alors que vous reconnaissez son inefficacité. Mais alors, vous pensez pas que ça devait être un problème qui amène aujourd'hui le gouvernement à agir de cette manière? Je pense que vous allez m'excuser l'expression encore une fois de plus. C'est pas parce qu'il y a un problème qu'on va appliquer le banditisme. C'est pas aujourd'hui, je donne aussi une métaphore, on va vous tuer parce qu'on a tué votre fils ou votre enfant, que automatiquement par passion ou bien par colère vous allez abattre quelqu'un, vous allez partir en prison. Il y a ce qu'on appelle les crimes passionnels, monsieur. Et mais là, il y a les circonstances atténuantes. Donc on peut le faire. Mais après, ça reste toujours une prison. Oui, ben, il y a donc, on peut dire que ils sont en train d'agir. Mais je pense aussi, monsieur Fortuna, oui. Je pense aussi, monsieur Fortuna, que même s'il y a l'urgence de la demeure, le ministre a beaucoup d'autres moyens de venir à bout de monsieur Mayolas qui pense en train de détruire le football. Et moi, je suis par contre. Parce qu'il a dit devant les parlementaires, il a dit que le mal est connu. Voilà, le responsable de tout ce qu'on vit est connu. Il faut donc citer les chats par leur nom. S'ils sont gris, il faut donner les noms de chats. Et on comprend qu'il indexe directement le président de la FECOFOOT. Donc, pour le gouvernement, le vrai problème du football aujourd'hui, hormis les résultats médiocres de l'équipe nationale, d'accord? Quels sont les éléments de preuve qu'on a mis en avant pour justifier, par exemple, les faits de corruption? Est-ce qu'il y a des audits, il y a des contrôles qui ont été faits que monsieur le ministre peut présenter devant tout le monde, dire que voilà, il y a telle malversation? Il a parlé des transferts des joueurs, la prise en charge des joueurs locaux en réalité qui sont dans les clubs qui devaient être utilisés par la FECOFOOT, malheureusement. Voilà. Tous les joueurs viennent de l'extérieur ou presque. Et c'est ça aussi, quand on regarde le fond en comble, on constate qu'il n'y a pas de transparence dans le transfert ou encore quand ils font venir des joueurs. Et c'est prévu dans le mécanisme. Lorsque le ministre de tutelle n'est pas d'accord sur une certaine démarche de la fédération, pour ne pas personnaliser le débat sur M. Mayolas, n'est pas d'accord sur le fonctionnement d'une fédération, il y a des moyens de pression qui sont de couper les allocations. D'accord? Il peut pour mettre pression à la fédération. Ça, c'est des mécanismes qu'il a. Il peut demander une feuille de route. Il peut dire, je voudrais, pour rétablir les allocations, voilà ce que moi, je sollicite. Si une fois que vous êtes d'accord sur ça, on le fait. Vous n'êtes pas d'accord, moi, je bloque. Il a le pouvoir de le faire. Mais moi, comme a dit le docteur, je suis pas là pour défendre M. Mayolas. Je sais que je ne suis plus le football simplement parce qu'ils font du n'importe quoi. Mais on est là sur des faits un peu clair, il faut qu'on soit légaliste. Il y a un règlement, il y a des procédures qui sont là, suivons-les. Quitte à se répéter, suivons les mécanismes. Monsieur le ministre constate cela. Comme a dit le docteur Ibarra, on remet l'équipe en place
et on met en place un comité de normalisation. C'est prévu par les textes. Le comité de normalisation est prévu dans le sens où il y a un conflit. Le comité peut être mis, mais on ne le met pas de façon autoritaire ou bien de façon violente parce que je le décide. Non, c'est pas comme ça. Il y a un problème, il y a un dysfonctionnement. On fait recours au niveau de la FIFA. La FIFA peut traîner un peu, mais on reste patient jusqu'à ce que cela soit mis. On peut demander cela. Mais docteur, vous nous donnez l'impression sur ce plateau que voilà, tout le monde aujourd'hui se focalise sur la réaction du ministre, du gouvernement, tout ce qu'il dit aujourd'hui suite à la sanction. Mais on oublie quand même que tout ce qui est aujourd'hui de la gestion de la FECOFOOT, du football congolais, aujourd'hui a conduit le ministre là où nous sommes, non? Je suis totalement d'avis avec vous, monsieur. Mais pourquoi on veut l'ignorer aujourd'hui? Non. Il y a deux volets. Oui. Il y a deux volets. Le premier volet, on parle de sanctions. Est-ce que les sanctions sont légitimes par la FIFA? Oui. D'accord? Est-ce qu'il y a des mécanismes de sortie de crise par rapport à ces sanctions? Oui. Quelle demande la FIFA? Et je vous ai dit ici par expérience, je n'ai jamais vu un pays où la FIFA a pris des sanctions et qu'on part négocier avec la FIFA et la FIFA revient sur ces sanctions sans pourtant que vous réglez le problème de base fondamental. Ça veut dire que la FIFA ne revient pas, je ne peux pas dire jamais, mais revient difficilement sur cette décision. D'accord? Donc, monsieur le ministre, tout ce qu'il reproche à Mayolas, je suis la première personne à le dénoncer sur ce plateau. J'ai même dit que le football congolais se trouve dans la mayonnaise de Kombo Simalatélé. Tu vois mon regard? Mais, il faut respecter les procédures. Effectivement. Au moment où nous sommes un bras de fer avec la FIFA, va seulement nous ramener à régulariser d'abord la situation de l'organe dirigeant de la FECOFOOT. Le Kenya l'a fait. Hein. Le Kenya l'a fait après combien de temps? Ça a duré plus de 5 et 6 mois. Oui. Quelle était la solution? On a ramené d'abord l'équipe qui est partie. Oui. C'est ça. Donc, tout ce Mais pendant ça, on a perdu du temps. On perd du temps inutilement. Oh, je vous ai dit qu'il peut y avoir un compromis. Le compromis, c'est qu'on peut discuter avec Mayolas. J'ai discuté avec certaines personnes qui sont à la FECOFOOT et autres. Et surtout à travers ma page, il y a des gens qui m'ont contacté directement. Mais on peut dire, Mayolas, bon, il revient, il fait un mandat, 1 année et demie. Et il finit ses 1 année et demie et il prend la décision de ne pas se présenter après la fin de son mandat. Ça, c'est le patriotisme qui va le contraindre à faire ça. Pour qu'on trouve la solution. Maintenant, pour l'argent je ne parle pas de subventions de la FIFA, je n'en parle pas. Revenons sur les fonds que le Congo alloue à l'Afrique. C'est pendant les matchs, hein? Oui, mais bien sûr. Oui. En dehors de ça, il n'y a pas d'autres fonds. Bien sûr, prenons même ces fonds-là, puisque il y a certainement les actes de détournement de fonds, de corruption à travers. Mais nous avons les organes étatiques, ça ne concerne pas la FIFA. Si le Congo veut auditer le ministère à travers les organes qui vont faire la FECOFOOT, par rapport au fonds que la FECOFOOT reçoit de l'État congolais, ça n'a rien à voir avec la FIFA. On respecte ces procédures. Au Cameroun, M. Iya Mohamed, qui était président de la Fédération camerounaise de football, jusqu'à aujourd'hui, il est dans le frigo à Kondengi, c'est-à-dire en prison. Parce qu'on l'avait arrêté. Président de la FECOFOOT en exercice, mais on l'avait arrêté, non pas par rapport au fonds de la FECOFOOT, mais par rapport au fonds que l'État camerounais a loué à la gestion du football. Il est dans le noir. Mais, le ministre peut aussi parler, oui, nous comprenons le ministre. Mais, retarder ou bien faire le dilatoire, dire que la Bayolas a fait ça, ça ne nous arrange pas. D'ailleurs, même quand vous discutez avec les joueurs, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté. Est-ce que vous savez qu'il y a d'autres joueurs congolais qui sont en Europe qui disent qu'ils ne viennent pas jouer au Congo tant que le ministre est là? Tant qu'il y a le même ministre et il y a la même fédération. Un. Deuxièmement, lorsque le ministre dit que on fait venir les joueurs de l'Europe. Bon, sérieusement, nous avons une équipe locale qui joue le Tchad. C'est pour quel résultat on voit comment les petits la jouent. Vous avez un attaquant comme Obassi, je crois il y a un monsieur comme ça, Obassi Bersil, qui joue toute une compétition, le Tchad, sans aucun tir cadré. Un avancement. On est quand même qualifié, non? Oui, Vous ne pouvez pas dire qu'on était qualifié. On se qualifie, mais non, je ne parle quand on va sur le terrain. Donc, il y a des joueurs qui sont en 2e division française ou espagnole ou turque, pour moi, sont plus performants que ceux qui sont ici. D'abord, les championnats se jouent en demi-teinte. Qui jouent dans les clubs. Bon, voilà, les championnats se jouent en demi-teinte. Et puis, le problème, ce n'est pas aussi le championnat. Nous voyons le Sénégal aujourd'hui qui fait des merveilles, qui a pratiquement raflé tous les trophées. Le Sénégal a quel championnat? Vous connaissez combien d'équipes sénégalaises qui ont déjà gagné la Ligue des champions africaine? Mais ils ont mis en place une politique
comment vous appelez ça, une politique de formation. De promotion de promotion des joueurs, avec la création de centres. C'est bien, monsieur le ministre vient de créer un centre à Lima, je crois c'est à Oyo. Mais les centres qui ont existé sont où? Il y a quand même un centre de l'État où les fonciers des barrages et tout ont été formés, les résultats avec la canne junior que nous avons remportée ici. Donc, il faut, quand on est dans des situations pareilles, il faut être conciliant. Le temps qu'on perd, nous avons les jeunes U17, les U20 qui sont qualifiés pour la CAN. Ils ne vont pas jouer. Ceux qui sont ici, qui vivent de ces petits prébons, les jeunes là, ils n'auront pas d'argent, ils seront comme ça dans la sécheresse. Même ceux qui ont, vous savez, la plupart des joueurs congolais aussi utilisent des canaux pour se retrouver dans Azerbaïdjan, dans les pays comme ça, où ça leur apporte quand même un peu de quelque chose, ils nourrissent leur famille. Donc, ça, c'est bloqué. Même son centre, même le centre que le ministre a créé à Oyo, là. Pour que ces joueurs-là aient une reconnaissance internationale, ça passe par la FECOFOOT. Comment il va faire pour vendre les joueurs? Voilà. Donc, il y a tout un conglomérat de choses et il faut qu'on s'asseye. Ça ne nous coûtera rien de remettre Mayolas à sa place. Si on a des griefs contre lui, nous avons la hauteur dans les institutions concernant l'argent du Congo qu'on a donné et on le prend. Donc, à partir de ce moment-là, intervient la normalisation comme c'est au Cameroun. J'ai plutôt cette question à vous poser, c'est de savoir de quoi souffre exactement le football congolais. Moi, simplement, je dirais que, pour faire simple d'abord, il y a un problème d'amour. Est-ce qu'on aime assez le football? Qui devrait aimer le football? Ben, je pense que déjà le Congolais lui-même doit aimer le football et même ceux qui doivent, ceux qui dirigent le football, nous avons ceux qui ont les, partout ils parlent, ils soutiennent le pays. Ceux qui sont à la tête des instances dirigeantes devraient d'abord eux-mêmes marquer de cet amour pour le football. Parce que je vous dis ceci. Lorsque on va créer de nouveaux centres, alors qu'il y a des centres qui existent, qui sont abandonnés, qui sont laissés au lambeau. Je pense pas que ça soit une preuve d'amour. Lorsque on accepte de recevoir une sanction par simple ego ou par simple incompréhension, je pense pas que ça soit de l'amour. Parce qu'il y a de l'impact qu'on vient de citer tout à l'heure derrière. Je pense pas que ça soit de l'amour. Parce que il faut être passionné, il faut aimer quelque chose pour bien le faire. Il est question de baisser les égos, d'accord? Baissons les égos, remettez les choses en place, solliciter un comité de normalisation, c'est prévu par les textes. À ce moment-là, les choses vont commencer à être recadrées, remises en place pour que les choses arrivent à un état de satisfaction que tout le monde attend. D'accord? Moi, je suis impatient de retrouver les terrains de football, de retrouver l'écran de télé à suivre l'équipe congolaise, mais tout en sachant qu'il y a un travail derrière qui se fait par des gens qui sont en train de faire du bon boulot, mais pas par des gens entre guillemets pour ne pas, parce que j'ai pas de preuves, mais on sait de façon subjective ça se passe, qu'il y a des gens qui se remplissent les poches par tous ces mécanismes-là, sous prétexte d'être des fonds alloués par-ci par-là, on connaît ça, même si on n'a pas trop les preuves pour le dire, mais on sait qu'il y a des petits mécanismes. Il y a ce qui apparaît comme un paradoxe. On se souvient qu'en 2013-2014, le Congo, selon ce qu'on a constaté à cette période, n'avait rien à envier des autres pays africains avec la construction du complexe sportif de Kintélé, avec l'organisation reçue des Jeux africains. Mais aujourd'hui, le Congo aussi s'est doté, dans tous les 12 départements qui ont existé jusqu'à aujourd'hui, des stades. Donc, on ne peut pas aujourd'hui avoir toutes ces infrastructures, arriver à ce niveau et aujourd'hui se retrouver. Comment est-ce que vous nous expliquez ce paradoxe? Déjà, je peux déjà rapidement répondre pour dire déjà que même toutes ces infrastructures qui ont été créées, où est-ce que, dans quel état ils sont? Est-ce qu'il y a eu un suivi? Est-ce qu'il y a eu une maintenance? Déjà, ça, c'est une preuve qui montre qu'on n'a pas trop d'intérêt sur ce que nous faisons. On ne fait pas du sérieux, il faut le reconnaître. Je pense que les ambitions et les enjeux sont ailleurs. Pour ceux qui dirigent ces instances-là, je crois qu'on doit bien voir avec eux, réellement s'ils aiment le football, s'ils s'en servent pour se remplir les poches. Ça, je me permets de le dire ce soir. Parce qu'on ne peut pas avoir autant d'argent et qu'on puisse pas être capable même de maintenir un stade. Ça, je me pose bien les questions. Dans ce fonctionnement tripartite de l'État, la FECOFOOT, qui est une instance indépendante, des instances internationales FIFA CAF, entre eux, ils ont mis en place des mécanismes pour me répéter, de contrôle, de suivi, d'évaluation. Ça y est là. En cas de crise, il y a des mécanismes qui ont été prévus. S'il y a une crise, voilà ce qu'il faudrait faire. D'accord? Mais lorsqu'il y a quelque chose qui a envie de sortir, mais ça sortira finalement, lorsqu'on arrive jusqu'au niveau de la sanction,
je pense qu'il y a un souci. C'est une guéguerre de deux individus qui se battent pour une viande. Et au détriment de tous ceux qui vivent de ce métier-là. Ouais. D'accord? Et nous, on va pas faire semblant d'être là de les applaudir, que ce soit M. Bayolas, que ce soit M. le ministre. Ils n'ont qu'à baisser leurs égos, de mettre en avant le football congolais pour que les choses aillent bien. Et là où nous sommes là, le mécanisme pour sortir de cette crise avant qu'il ne soit trop tard, on le connaît. Monsieur Ibarra, le docteur Ibarra vient de dire tout à l'heure, de son expérience, il fait attention au football contrairement à moi, il n'a jamais vu la FIFA revenir sur une décision. C'est aussi faire aussi simple que ça, de remettre M. Mayolas, que moi je n'approuve pas, que je n'apprécie pas, qu'on le remette à sa place, qu'on mette en place un comité de normalisation, les choses vont aller vite et chacun va essayer de faire des concessions. Mais tel qu'on est en train de se braquer, par arrogance, par honneur, moi je vois pas l'honneur qu'il y a quand vous avez des équipes qui sont en train de dormir à la maison, qui ne peuvent pas compétir, des enfants qu'on ne peut pas coacher ou bien promouvoir, parce qu'il y a de l'honneur qu'on doit mettre en place. Quel est l'honneur dans ce sens-là? Docteur, je parlais tout à l'heure de votre passion pour le football, hein, surtout ce côté patriote qui vous anime quand vous soutenez les Diables Rouges. Alors, vous suivez de très près hein, le football au Congo. De quoi souffre-t-il? Le football congolais est malade de ses dirigeants. Le football congolais est malade de ses dirigeants. Et là, je mets sur la balance à la fois le ministère et la Fédération congolaise de football. La dernière participation du Congo à la CAN remonte quand? 2015. Mais quand vous suivez les coulisses de cette qualification, vous allez vous rendre compte qu'on s'était même qualifié parce que le chef de l'État s'était impliqué personnellement. La revenue de Côte d'Ivoire en tant que ministre, en tant que sélectionneur, était le choix du président de la République. Il a eu toutes les garanties. Nous sommes finalement qualifiés. Mais avant, nous avons passé 15 ans. On a donné qualification remontée à 2000, où nous avons joué contre le Nigeria, le Maroc et je ne sais pas un autre pays. Et on avait pour coach Noël Mimi, si je ne me trompe pas. Et après, on est plongé dans ça. Mais avant 2000, je pense que c'était en 92, que nous étions qualifiés à Dakar, où nous jouons à Ziguinchor avec Ndoba Jean-Jacques, le géomètre, et puis les Baloki Florent, toute cette situation. Donc, l'éternel problème est là. On n'est jamais qualifié depuis les années 90, 2 fois ou 3 fois de suite à la CAN. Ça pose problème. Donc, s'il n'y a pas une refonte du système où les gens courent derrière l'argent, la mondication, la logique de la mondication. Parce que tout ce qui tourne autour là, c'est ça, en fait. Moi, j'ai suivi les gens qui m'ont contacté via ma page, que j'ai la BAF, Brigade anti-Foot, où il faut dégager Mayolas et ses amis, que il y a certaines personnes, il y a certains joueurs qui se plaignaient, qui disaient que quand ils vont à l'étranger, qu'ils vont jouer, la délégation du ministère qui les accompagne ne va même pas au stade. Ils souhaitent même que les Diables Rouges perdent, parce que quand les Diables Rouges vont perdre, il n'y aura pas de, comment vous appelez ça? Il n'y aura pas de prime. Et ça va leur revenir. Ils sont parfois logés dans les hôtels ça c'est le témoignage des joueurs, hein. Il y a une Zinga Delvin qui a parlé même même Bifouma, hein, il parlait des conditions d'accueil au Congo. Minier. Le coach Minier, que j'appelais affectueusement Beignet, qui a pris la relève après le départ de Couleur qui était d'ailleurs son poulet. Pourquoi Couleur est parti? Couleur Mignon partant, il a désigné le ministère comme responsable parce qu'il devait avoir des matchs amicaux, quand on devait jouer en France, et puis ça a tourné, il est parti. Il quitte chez nous pour aller qualifier le Kenya. Bon, Paul Putt, qui était chez nous ici, d'ailleurs moi j'étais parmi les gens qui tiraient à boulet sur lui. Il quitte le Congo, il va en Ouganda, il va qualifier l'Ouganda, ils nous ont battu à 2-2. Et la déclaration de Paul Putt, après il dit que avant de venir au Congo, lui avait dit que dans ce pays-là, et les dirigeants, c'est lui qui dit, hein, et les dirigeants et les joueurs ne sont pas sérieux. Quelqu'un comme ça là, vous pensez que s'il n'y a pas le sens du patriotisme, aujourd'hui le patriotisme est noyé dans le sable mouvant de la part du gain des dirigeants.
Nous avons vu le ministre... C'est une malédiction pour le Congo? C'est pas une malédiction. La question ici, c'est ça, la question des hommes. C'est-à-dire, on pense qu'il n'y a plus de gens intègres dans ce pays. Il y a des gens intègres dans ce pays qui peuvent prendre les responsabilités et redresser les choses. Pourquoi vous pensez qu'il n'y a que les mêmes gens qui sont là? Et je l'ai toujours dit, le jour où le président de la République va décider que le football se relève dans ce pays, il le fera. Nous l'avons vu, la preuve en 2015. Bon, il y avait un enjeu politique. Quand le président a dit, il nous faut être qualifié, il a mis les moyens en jeu, tout le monde avait peur. Et on a fait qualifier les Diables Rouges. Et après, comme l'enjeu politique est passé, bon, on laisse comme ça et puis on s'occupe d'autre chose. Or, mon attachement au football est lié à mon attachement pour le Congo. Le football, c'est un facteur d'intégration nationale. Nous parlons jamais toujours d'unité nationale, mais il y a un facteur très important, l'intégration nationale. La fusion en une seule âme. Quand les Diables Rouges perdent, c'est tout le monde qui est malheureux. Même si les gens tirent à boulet, moi vous avez perdu, mais on voit que tout le monde est malheureux. La preuve est là devant nous. Mais derrière le football, lorsqu'il dit que le football n'est qu'un jeu. Oui, c'est un jeu avec de l'argent. C'est le jeu de démissionner. C'est un jeu avec de l'argent. Et derrière le football, il y a toute une industrie qui est derrière. Il y a des enjeux. Moi, j'ai un enseignement. D'ailleurs, je vais faire ça à l'ENAM cette année. La géopolitique du football. Comment le football est devenu un enjeu planétaire. Il y a le volet économique, il y a le volet social. Même quand les Diables Rouges jouent ici, vous allez voir les gens dans les bars, les gens sont contents, on consomme. Donc avec ça, on ne peut pas jouer avec. Le football suscite les passions, parfois les passions démesurées. Donc il faut faire très attention. Et M. Mayolas, il pense que c'est pas assez suffisant, lui, que c'est juste un jeu. Ben. Non, M. Mayolas, pour le moment, moi je pense que il faut le rétablir. Ça c'est on va donc revenir sur ça. Je voudrais savoir aujourd'hui, est-ce que, comme dit le ministre, il est temps réellement, c'est une opportunité ou pas aujourd'hui avec cette sanction de mettre en place certainement une vraie politique, de faire une table rase, de mettre de côté tout ce qui n'a pas marché. Est-ce que c'est pas une opportunité aujourd'hui pour le Congo, cette sanction? Puisqu'on parlait déjà qu'il fallait s'exclure, que le Congo devrait faire une sorte de prendre le retrait de compétition pour bien soigner son football. Vous connaissez monsieur le PB, je ne sais pas si j'écorche son nom, monsieur le PB, ancien directeur général de sport. Il a élaboré tout un programme de développement de la politique sportive au Congo. Parce que la politique sportive, oui, le ministre a raison, ça relève de l'État qui développe sa politique sportive, nous sommes d'accord. Mais nous avons des gens qui ont déjà pensé, monsieur le PB, j'oublie son prénom, mais il a été quand même directeur général du sport. J'ai vu son programme, on en a discuté à plusieurs reprises avec lui. Pour développer, créer des conditions, ou engager les réformes, on n'a pas besoin de s'appuyer sur les sanctions de la FIFA qui ont des conséquences sociales, économiques et derrière tout ça. On peut le faire. Moi, je me souviens, le stade que vous avez évoqué, on ne gagnait plus au stade de Kintele. Monsieur le ministre a dit des envoûtés parce qu'il y avait des gens qui voulaient qu'ils réclamaient leur argent. Après, on a gagné combien de matchs là-bas? Le stade est dans quel état? Il ne faut pas que nous appliquions la bétadine sur une plaie infectée. Il faudrait que on se conforme aux exigences de la FIFA. C'est pas une faiblesse. Tant de pays avant nous l'ont fait. C'est pas une faiblesse. Et après, on peut organiser maintenant c'est qui on va mettre à la place de qui? Donc, qui gère les institutions? Qui gère les stades? L'État a construit les stades, a donné à la destruction de la FECOFOOT. Le stade de Kintele, non, de CBC, qui est devenu aujourd'hui un endroit de prédilection des porc-épics et autres. Je ne suis pas sûr que ça, on a joué sur le match de championnat là-bas. Bon, de Lizy, Pointe-Noire, à Ouesso, en dehors du match qu'on avait joué pour que le président était là, on n'a plus joué un match là-bas. Donc la FECOFOOT est d'une grande responsabilité, ça c'est vrai, et le ministère aussi a une grande responsabilité. Mais il faudrait que les deux se réconcilient, de faire taire les égos et se conformer prioritairement aux exigences de la FIFA. Et après le reste, la réforme du football, ça on peut le faire au quotidien. Sinon, si on fait comme ça, on aura gagné quoi? Oui. J'interviens sur ça. Moi, je pense que aucunement c'est une opportunité. C'est pas une opportunité. L'impact négatif derrière est tellement immense qu'on ne peut pas se permettre d'appeler ça une opportunité. Moi, je pense que c'est une catastrophe. Les réformes existent, mais on peut réformer sans handicaper le football congolais.
Le ministre a le pouvoir de mettre en place un plan de développement sportif au Congo, et y compris le football. Il a ce pouvoir de le faire. Il a remarqué que les choses ne vont pas comme il se doit. Il doit appliquer ce qui est prévu par les textes. Il réinstalle Mayolas, qui est certainement pour moi inefficace et incompétent. Il le rétablit. Il y a, quand je lis les textes, on dit qu'il y a la possibilité de mettre en place un comité de normalisation. Il les met en place. C'est dans ce comité de normalisation qu'ils mettent en place un plan de réforme avec une feuille de route, et ils le suivent. Personne n'est handicapé, personne n'est impacté, mais on va vers la solution. Mais ne pas le faire veut simplement dire que là, on est en train de nourrir, pour se répéter, des égos. Et pour des questions très subjectives qui ont un lien avec l'argent. Et dans ce pays, excusez-moi pour ne pas trop me décaler, dans ce pays, c'est devenu une habitude de brouter l'herbe là où on est attaché. Et ça fait parfois des jalousies lorsque tu as la gestion tu as le contrôle de quelque chose, mais que l'herbe te soit coupée sous les pieds sans que tu n'aies le contrôle sur ça. D'accord? Et tel que je vois aussi des subventions qui se font de l'État vers la fédération, je pense que ça se fasse comme ça. Même nous, dans le mécanisme, on a changé. C'est pas grave, parce qu'on n'a pas trop confiance à la fédération. Et Mayolas, dans son incompétence et dans son inefficacité, certainement, il arrive à bout de chemin, on prendra la relève. Puisqu'on dit que son mandat termine en novembre 2027, non, c'est ça? Mais je pense aussi qu'on n'a pas la... Il y a aussi, même s'il finit en 2027, cela ne veut pas dire qu'on va le laisser libre cours à faire ce qu'il veut. Non. Il y a aussi des moyens de pression, c'est là où on dit, il y a des moyens de pression. Mais même la FIFA prévoit le fait selon lequel, quand on remarque un certain niveau dans une fédération, les choses n'avancent pas. On met en place des mécanismes, il y a des experts qui viennent pour apporter, voir qu'est-ce qui ne va pas, essayer de reformer, pourquoi vous avez tout le temps des échecs. J'ai lu ça, j'ai vu que ça existe. Et il y a la possibilité d'invoquer ce genre de mécanisme. Et le ministre a ce pouvoir de le faire. Moi, ce que je reproche ici, là, c'est... Ce que je reproche ici, là, c'est qu'on avait les outils. On a des outils, c'est comme on a un véhicule en panne. On a des outils, le pneu est crevé, on a des outils pour changer le pneu. Mais on le fait pas, on préfère aller prendre, je sais pas quoi, une hache et puis pour découper le pneu, alors que ça a des conséquences graves. La clé à roue est là. Utiliser la clé à roue, changer le pneu. Je pense que c'est par cette métaphore, je chute. Donc la solution, monsieur, si on comprend bien, c'est de repartir vers ce qui est réglementaire. Effectivement. Demandé par la FIFA. Donc, réhabilité. Oui, il faudra que les politistes, au niveau de la fédération, ce sont les politistes, lesquels vous comité de le collectif de l'Assemblée générale. Parce qu'il y a eu certaines actions qui ont essayé de tenter au niveau de la justice. De la justice, au niveau de l'État, c'est la plupart des choses qui ont écouté. Aujourd'hui, c'est l'amour de la patrie, de patriotisme qui doit primer. Tous ils veulent le bien du football congolais. Mais les vrais acteurs, c'est les joueurs. Dans cette crise, ce sont les joueurs qui souffrent. Est-ce qu'ils ne peuvent pas s'habiller de ce patriotisme-là? Certains, je crois, les gens qui circulent, je pense que mon frère, l'ancien cadre du Premier ministre, il aurait démissionné. Mais les autres, c'est un chef de cabinet, le chef de cabinet, Francky Lemba, il aurait démissionné selon les informations qui étaient à ma possession, c'était vrai. William Boka, William Boka, ils peuvent faire table rase sur le temps, on ne peut pas eu les joueurs. Ils peuvent aussi apporter à de maintenir notre jusqu'au boutiste, on cite aussi l'ancien vice-président de la FECOFOOT, M. Moussoudia, qui essaie un peu de regarder l'avenir des enfants. Ça ne sert pas. Alors, ma proposition est simple. On trouve une conciliation avec Mayolas. On lui dit, vous finissez votre mandat avec l'intention de vous représenter au prochain mandat. Et puis, on le réattend, il faut une année et demie, et puis pas. Pendant ce temps, on met en place le réforme. Je vous ai dit que nous avons la compétition qui ont été élaborées certaines politiques, mais que les pays de l'ancien directeur général des sports, il a tout été à plan du développement du sport. Même si à certains points, je ne suis pas d'accord avec lui, mais le sanctionner là, c'est bien fait. On peut sanctionner ce qu'on l'a fait. Au lieu d'aller dans les prises inutiles, vous voyez des enfants qui devraient aller jouer la carte, qui sont qualifiés. Ça doit peut-être leur donner la visibilité au niveau mondial, ça doit leur donner la possibilité d'être en scène sur la scène internationale, et on bloque les enfants
pour des débats qui n'ont pas de questions d'honneur, qui n'ont pas de force. Voilà. Donc, il faudrait qu'ils se réunissent sur la table. Donc, on comprend mieux que l'avenir du football congolais dépend donc de la levée des sanctions de la FIFA. Et donc, le ministre, aujourd'hui, qui tombe sur ses positions, devrait donc céder à la demande la demande de la FIFA. Merci d'avoir participé à cette émission, messieurs. Je rappelle que nous sommes sur ce plateau avec le docteur Blancos Tanibara-Péa, il est politologue et surtout supporter des Diables Rouges. Voilà, il est ici pour supporter les Diables Rouges. Il y a aussi Lionel Prince Massamba, il est membre du think tank Kintu Adi Saga. Merci de nous avoir suivis. Continuez à participer au débat à travers nos fils d'actualité, YouTube. Vous avez Facebook, Instagram et TikTok aussi. Merci. N'oubliez pas surtout de vous abonner et de partager le contenu. Et merci à toute l'équipe qui nous a permis d'être vôtres ce soir. Nous allons nous retrouver prochainement dans un autre débat et avec un autre sujet. Merci.